Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. Dans cette 8e vidéo de la série Terre pour le collège, nous allons parler des énergies fossiles et renouvelables. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc une énergie, c'est ce qui permet un mouvement. On distingue l'énergie mécanique, électrique, thermique, chimique, nucléaire. Pour avoir de l'énergie, il faut une source d'énergie. Et on va distinguer deux sources d'énergie. Les sources d'énergie fossiles et les sources d'énergie renouvelables. Une source dite fossile, c'est une roche issue de la fossilisation d'êtres vivants. On en a trois catégories, le charbon, le pétrole et le gaz. Une source d'énergie est dite renouvelable si c'est une source dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle humaine. Parce que celle-là, elle est épuisable à l'échelle humaine. Parce que du charbon, du pétrole, du gaz, il faut 300 millions d'années pour le former. D'accord? Donc forcément, on a le temps de mourir, d'ici là qu'il y en ait du nouveau qui se forme. Donc dans les énergies dites renouvelables, nous avons l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie d'origine éolienne, l'énergie d'origine géothermique, c'est-à-dire provenant de la Terre, et l'énergie qui provient de la biomasse, c'est-à-dire qu'on va faire brûler du bois, par exemple, pour avoir de l'énergie. Donc les énergies d'origine fossile ne sont pas renouvelables et elles sont polluantes. Les énergies renouvelables, sont renouvelables et sont peu polluantes. Alors on va pas dire qu'elles sont pas polluantes, parce qu'il faut quand même fabriquer des machines pour pouvoir les utiliser. Et puis un jour, les machines, elles arriveront en fin de fonctionnement, il faudra bien les recycler. Donc on a un tout petit peu de pollution, mais quand même beaucoup moins qu'en utilisant les sources d'énergie fossiles. Alors, allons voir d'un peu plus près ces sources d'énergie fossiles, puis ensuite intéressons-nous aux sources d'énergie renouvelables. Ce qui est flagrant dans la consommation d'énergie primaire d'un pays, comme l'Italie par exemple, c'est que vous voyez pétrole 44%, gaz naturel 32%, charbon 8% et tout le reste là, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est du renouvelable. Donc on a majoritairement de l'énergie non renouvelable qui est consommée. Intéressons-nous au pétrole. Qu'est-ce que c'est ce pétrole et comment est-ce qu'il se forme? Le pétrole, c'est un liquide noir qui va être contenu dans une roche qu'on appelle la roche-mère. C'est là où le pétrole s'est formé. Et on va trouver donc des roches, par exemple appelées des schistes, qui sont riches en gaz et en pétrole. Ce pétrole et ce gaz vont migrer, vont quitter la roche-mère jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par une roche couverture. C'est une roche imperméable, par exemple de l'argile. Et ce pétrole et ce gaz vont s'accumuler dessous. On va donc avoir une couche de roche intermédiaire qu'on appelle la roche réservoir. C'est une roche poreuse, c'est-à-dire qu'il y a des petits trous qui vont pouvoir accueillir le gaz et le pétrole. Et nous, on va devoir creuser pour récupérer ce gaz et ce pétrole. Alors, soit on va creuser directement dans la roche-mère, soit on va creuser et espérer trouver des poches de gaz ou des poches de pétrole coincées sous des roches de couverture. Mais ce pétrole, comment finalement s'est-il formé? Il faut imaginer 300 millions d'années en arrière, quand il y avait de la mer, et que dans cette mer, il y avait des micro-algues qu'on appelle du phytoplancton, qui sont mortes et qui sont déposées au fond de la mer. Sauf qu'en même temps que les phytoplanctons se sont déposés, il y a eu des pots de poussière, de sable apportés par les rivières. Donc on s'est retrouvé par exemple avec une couche de phytoplancton morts en grande quantité, bloqués sous des sédiments, puisque tout ce qui est sable, poussière, cailloux apportés par les rivières, ça s'appelle des sédiments. Tout s'est retrouvé compressé, enfoui sous la terre. Depuis 300 millions d'années, les continents ont bougé, les mers ont changé et on peut par moment retrouver des roches qui étaient au fond de la mer en surface. Et c'est ce qui se passe ici sur ce schéma. Donc on a une multitude de couches de roches qui étaient au départ sous l'océan qui se retrouvent maintenant en surface. Et dans ces couches de roches, on a des anciens phytoplanctons, des anciennes algues qui ont été prisonnières. Et avec le temps, sous le poids des roches qui se sont accumulées au-dessus d'elles, elles se sont transformées en pétrole. Et ce pétrole donc se trouve dans la fameuse roche-mère, c'est-à-dire la couche de sédiments qui à l'époque s'est déposée en même temps que le phytoplancton. Alors voici un morceau de roche-mère. Alors vous allez me dire, c'est une roche, c'est noir. Oui, c'est noir parce que c'est plein de pétrole. Mais vous voyez, à certains endroits, c'est plus clair. Parce que là, il n'y en a pas du pétrole. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Donc, il suffit de chauffer cette roche pour faire sortir le pétrole. Vous allez me dire, c'est dangereux, ça peut prendre feu. Oui, c'est pour ça que ça ne se fait pas n'importe où. Mais bon, là, j'ai un morceau de roche-mère qui est en surface. Bon, on va pas forcément l'exploiter, on va quoi sortir 3-4 gouttes de pétrole. C'est pas énorme. Mais les roches qui sont en profondeur, comment est-ce qu'on fait pour sortir le pétrole? Je vous l'ai dit, il sort tout seul.
il est sous pression parce qu'il est enfoncé en profondeur. Il y a des tonnes et des tonnes de roches au-dessus qui appuient. Et si nous on fait un trou, et ben c'est comme un ballon. Quand vous percez un ballon, l'air s'échappe. Et ben là on va percer la roche et le pétrole va s'échapper. Donc à partir du pétrole extrait de cette roche-mère, c'est-à-dire à partir du pétrole brut, qui est un liquide noir très foncé, on va pouvoir faire différents produits. Des produits bitumineux, c'est-à-dire du goudron, de la paraffine, des huiles, alors bien sûr pas d'huile comestible, on est d'accord. On va pouvoir également produire différents carburants qui seront de plus en plus raffinés. Alors comment on fait pour obtenir ça? On se met dans une colonne de raffinage, c'est-à-dire qu'on va avoir un énorme tube vertical, on met le pétrole brut à la base, on chauffe à plus de 370 degrés, tout va passer sous forme de vapeur et vers le haut de la colonne, on va récupérer les essences les plus raffinées. Dans le bas de la colonne, on va récupérer les carburants les moins raffinés. Voilà pourquoi le fioul lourd, il est lourd, il reste en bas de la colonne qui est chauffée. Il ressemble beaucoup au pétrole d'origine. Le fioul léger, il ressemble aussi. Le fioul domestique est un peu plus clair, il est rosé. Et ensuite, on va arriver au gasoil, puis aux essences. Intéressons-nous maintenant au charbon. Le charbon correspond à l'accumulation de végétaux tombés dans un marécage et qui ont été enfouis. Vous allez me dire, mais elle nous a sorti un document en espagnol. Bah ouais, j'en ai pas trouvé des livres de droit en français. Bon, bref, on accumule des végétaux dans une lagune, dans un marécage. Ces végétaux vont être enfouis sous des sédiments, sous de la vase. Ils vont être protégés à ce moment-là des bactéries, puisqu'ils sont dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc s'il n'y a pas d'oxygène, les bactéries elles ne peuvent pas manger et décomposer les troncs, les feuilles, etc. Tout va être enfoui en profondeur et sous l'effet de l'enfoncement, il y a une légère augmentation de température. Le carbone va se concentrer et on va obtenir du charbon. Alors du charbon, pas celui-là. Ça, c'est du charbon de bois, celui que vous utilisez pour le barbecue. Il vous tache les doigts, il est bien sale. Pourquoi ? Parce que c'est pas du charbon qu'on a été chercher sous la terre, ça c'est du bois qu'on a fait brûler. Et en le faisant brûler, on ne conserve que les molécules riches en carbone, on évacue toute l'eau et on a donc ici un concentré de carbone. C'est pour ça que ça tache les doigts. Bon, je vais me les laver et je reviens. Alors il existe différentes sortes de charbon. Voilà les 4 sortes de charbon qui existent. Ici, vous allez me dire, c'est pas du charbon, c'est un espèce de machin tout léger, c'est marron, c'est ce qu'on appelle de la tourbe. C'est le premier stade d'accumulation des végétaux et ça contient pas plus de 50% de carbone. Ensuite, nous atteignons un stade de compression assez important qui va donc concentrer du carbone. C'est ce qu'on appelle de la lignite et la lignite contient entre 55 et 75% de carbone. Le stade suivant d'enfoncement va donner un charbon encore plus foncé et un peu brillant, c'est de la houille. C'est celle qui est utilisée principalement dans l'industrie. C'est cette houille qu'on fait brûler pour obtenir de l'énergie. Elle contient entre 75 et 90% de carbone. Plus un charbon est riche en carbone, plus il va dégager d'énergie. Et plus un charbon est riche en carbone, et plus il est brillant et moins il tache. Et voilà, nous avons ici ce qu'on appelle de l'anthracite, qui contient plus de 90% de carbone. Alors c'est bien beau de creuser le sol, de trouver du pétrole, du charbon, ça brûle, ça produit énormément d'énergie. À un moment donné, on en trouvait tellement que ça coûtait pas cher. Aujourd'hui, ça devient un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'on a épuisé toutes les ressources. D'ici 40 ans, il n'y aura plus de charbon sur la planète. D'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus de pétrole sur la planète. Et nous sommes en 2018. Donc, on va avoir un souci. Alors, utiliser ces produits, c'est super, ça dégage beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que la combustion du charbon ou du pétrole dégage du dioxyde de carbone qui va avoir 2 inconvénients. Le premier, c'est que ce CO2 accumulé dans l'atmosphère va se dissoudre dans les eaux de pluie et va acidifier les océans. Parce que du CO2 dissous, ça donne de l'acide carbonique. Et en acidifiant les océans, il va attaquer le squelette du phytoplancton et du zooplancton. Or, le phytoplancton, ce sont des algues microscopiques qui consomment le CO2 et qui régulent la quantité de CO2 de la planète. Donc, en acidifiant les océans, on détruit les coquillages et le phytoplancton et ça, c'est pas bon pour la planète. Deuxième impact, l'effet de serre. Alors, c'est quoi l'effet de serre? Mais d'ailleurs, pourquoi appelle-t-on ça l'effet de serre? Qu'est-ce que c'est qu'une serre? Vous savez, ces affreux machins en plastique ou en verre qu'on pose au-dessus des plantes. Pourquoi? Parce que tous les jardiniers vous le diront, ça garde la chaleur, surtout la nuit. Oui, la journée, les rayons rentrent dans la serre, d'accord? Ils vont rebondir sur le sol
ils vont vouloir repartir, sauf qu'on a le plastoc là. Donc il y a une partie qui va rester à l'intérieur et une petite partie qui va sortir. Bref, on se retrouve avec des rayons qui sont piégés, tac, 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 la chaleur reste dans la serre. Donc nos plantes, elles sont toujours bien chaudes. Même la nuit, quand la température refroidit, ça permet de bien les faire pousser. Bon, et ben voilà, notre atmosphère, c'est la serre. Et si on rajoute trop de gaz, on épaissit la serre. Résultat, il n'y a quasiment plus rien qui ressort, tout reste piégé à l'intérieur et nos pauvres plantes, elles crament. C'est pour ça que les serres, en général, elles sont en plastique très fin ou en verre très fin et que c'est fragile. Parce que si on met trop d'épaisseur, on crame les plantes à l'intérieur. Et bien en ce moment, on est en train de cramer notre planète. Il faudra peut-être qu'on passe aux énergies renouvelables, vous croyez pas? Alors justement, le GIEC, groupe international d'experts pour le climat, ils font des prédictions sur ce qui va arriver plus tard si on continue à produire autant de CO2. Là, c'est la période d'observation directe, c'est-à-dire que depuis 150 ans, ils peuvent étudier la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ils analysent l'air qui a été emprisonné dans les glaces au pôle Nord et au pôle Sud, ils déterminent le taux de CO2, ils nous font une jolie petite courbe. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, depuis 50-60 ans, ça ne fait qu'augmenter et que si on ne change pas nos habitudes, ben la courbe, progressivement, elle prend cette allure. Sauf que ça veut dire plus 3 degrés sur la planète. Or, plus 3 degrés, ça va vite être le bazar, les calottes glaciaires vont fondre, le niveau de la mer va augmenter, ça va être de plus en plus aride, sec, on va avoir du mal à cultiver des légumes pour se nourrir. Si on n'a plus de légumes pour se nourrir, on fait comment ? Et oui, c'est un problème. Donc, le groupe du GIEC tire la sonnette d'alarme. Il nous demande de faire attention à nos émissions de CO2. Ça veut dire faire attention à notre consommation, toute notre consommation de tous les jours. Vous mangez un pot de yaourt, bah, le pot de yaourt, il est en plastoc, il faut le ficher à la poubelle et le plastoc, c'est pas recyclable. Donc oui, alors vous allez me dire comment on fait. Ben nous, on peut rien faire, on est piégés, on est des consommateurs. Mais oui, je suis d'accord. Hein, les fabricants ont leur responsabilité, mais nous aussi. Si plus personne achetait des yaourts dans des pots de plastoc et tout le monde achetait des yaourts dans les pots de verre, les fabricants ils seraient obligés de passer aux pots de verre parce que le verre c'est recyclable, alors que le plastoc des pots de yaourt c'est pas recyclable. D'accord? Donc à nous aussi, consommateurs, de faire attention. Diminuons nos quantités d'eau consommées au robinet, arrêtons de laisser les lumières tourner, car pour faire de l'électricité il faut des usines, etc., etc. Donc si on fait nos efforts, on devrait pouvoir suivre le prolongement du réchauffement naturel, parce que notre planète se réchauffe naturellement. Nous sommes en période interglaciaire, nous sommes en période de réchauffement. On ne va pas l'empêcher. Mais si on laisse la planète faire, on ne va pas dépasser le 0,7 degré. D'accord? Alors que si on rajoute toutes nos cochonneries, on monte à plus 3. Et là, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Le problème, vous allez me dire, ouais, moi ça ne me concerne pas tout de suite, c'est dans 100 ans. Ouais, ben d'accord les mecs. Mais vos enfants, ça va devenir quoi? Vous pensez à eux, hein? Je vous rappelle le dicton, on n'hérite pas la terre de nos parents, on la transmet à nos enfants. Donc pensez à ça, pensez aux générations futures, faites des efforts maintenant, changez vos façons de consommer pour faire en sorte que les générations futures puissent continuer à vivre aussi bien que nous vivons. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc on l'aura bien compris, il est temps d'oublier les énergies fossiles et il faut maintenant passer aux énergies renouvelables. La première source d'énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire. On va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Tout d'abord, on peut faire du photovoltaïque. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Photon, lumière. Voltaïque, voltage, électricité. On va produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires qui transforment l'énergie lumineuse en électricité. On peut également utiliser l'énergie solaire pour produire de l'eau chaude. Donc on va avoir des miroirs courbes au creux desquels on va faire circuler des tuyauteries avec donc forcément de l'eau dedans. Et l'énergie solaire va être concentrée grâce au miroir sur les tuyaux, ça va chauffer l'eau et on va pouvoir chauffer l'eau sans consommer d'électricité. On peut également utiliser l'énergie éolienne en installant des éoliennes, c'est-à-dire des grands ventilateurs qui tournent grâce au vent. Alors la difficulté, c'est qu'il faut installer ça dans des zones où le vent est régulier, possède au minimum une vitesse de 7 à 8 mètres par seconde, sinon les éoliennes ne sont pas rentables. Donc vous voyez qu'on ne peut pas mettre des éoliennes partout en France. Il faut vraiment étudier le terrain avant de pouvoir en installer. Donc pour le principe, on ne va pas faire de physique, on est en SVT, mais enfin globalement, les pales sont entraînées. Nous avons un multiplicateur qui est relié à un système de régulation électrique. Au cas où ça tourne trop vite, il faut enclencher le frein.
Ah oui, il ne s'agirait pas qu'elle se décroche et qu'elle s'envole celle-là. Bref, on a un générateur donc qui, grâce à la rotation, va générer du courant électrique qu'on va envoyer dans le circuit. On peut également utiliser l'énergie hydraulique. Alors attention, dans l'énergie hydraulique, il y a plusieurs systèmes. Là, nous avons une hydrolienne, c'est-à-dire que nous avons le même principe qu'une éolienne, sauf que nous avons une turbine qui est entraînée par des courants d'eau marins ou des courants dans des rivières. Sinon, dans les systèmes hydrauliques, on a les plus vieux systèmes qui existent, ce sont les moulins à eau. Ou alors, au niveau des barrages électriques, on va avoir un grand barrage sur la rivière, on va faire des trous dans le barrage et l'eau qui coule va entraîner une turbine, etc. Donc, l'énergie hydraulique peut être utilisée de plusieurs manières, par des hydroliennes en mer, par des barrages hydroélectriques et par les simples moulins à eau. Enfin, l'énergie géothermique qui consiste à récupérer la chaleur de la Terre. Alors, comment ça se passe? On a des usines. Des usines de quoi? Tout simplement des usines qui récupèrent de l'eau, qui injectent l'eau en profondeur dans des tuyaux. Et comme en profondeur, la température augmente de 3 degrés tous les 100 mètres, on va avoir un réchauffement naturel de l'eau. Dans certaines zones, ce sont des zones volcaniques par exemple, l'augmentation de température va être beaucoup plus importante que de 3 degrés tous les 100 mètres. Dans ces cas-là, l'eau va chauffer à plus de 200 degrés. On va avoir de la vapeur qui va à ce moment-là pouvoir entraîner des turbines pour produire de l'électricité. Donc on va distinguer la géothermie dite de basse et moyenne énergie qui sert à réchauffer les bâtiments grâce à de l'eau chaude qui circule. Et on va distinguer la géothermie de haute énergie, celle qui produit de la vapeur et qui permet donc de fabriquer de l'électricité. Voilà rapidement comment fonctionne un système de géothermie de basse énergie. Nous sommes dans un sous-sol, nous avons un circuit de captage qui circule. Ce circuit de captage va chauffer un bac qu'on appelle l'évaporateur. On va voir de la vapeur basse pression qui va passer dans un compresseur. On va donc à ce moment-là obtenir de la vapeur haute pression qui va arriver dans un condenseur. Ce condenseur, lui, va donner un liquide sous haute pression qui va être détendu pour donner un liquide basse pression qui va repasser dans l'évaporateur, etc. Donc on a un circuit fermé. Le tout est de transférer la chaleur du sous-sol à l'habitation. On a donc dans l'habitation le circuit de chauffage qui récupère la chaleur au niveau du condenseur. Alors c'est bien beau de passer aux énergies renouvelables, mais n'empêche qu'on utilise encore beaucoup d'énergie fossile. On a un dégagement de CO2 très important dans l'atmosphère. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser parce qu'il augmente l'effet de serre, il acidifie les océans. Bref, il ne nous fait pas du bien. Alors on a trouvé quelques solutions et notamment la recapture du CO2 à la sortie des usines. En temps normal, le CO2 est dispersé dans l'atmosphère. On va avoir une partie du CO2 qui va être capturée et stockée dans les sols, une partie qui va être séquestrée par la biomasse. On a donc une partie du CO2 qui se retrouve dans les plantes. Nous allons les consommer, ces plantes, donc nous allons finir par relâcher du CO2, donc finalement on ne s'en sort pas. Et une partie du CO2 aujourd'hui est piégée avant même sa sortie de l'usine. On va l'injecter dans des lacs où il va pouvoir nourrir des bactéries aquatiques qui vont l'utiliser. On va l'injecter pour s'en débarrasser dans les anciens réservoirs de pétrole ou de gaz en profondeur, dans les anciennes veines de charbon et de méthane, de manière à se dire, bon voilà, au moins il n'est pas dans l'atmosphère, il est stocké en profondeur. Mais bon, ceci n'est qu'une solution transitoire. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut arrêter de dégager du CO2, il faut passer au maximum aux énergies renouvelables.